Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mecapod. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour vous proposer un épisode consacré à la marque autrichienne KTM. Avant de commencer, je vous rappelle que je suis présent sur Facebook et Instagram sous le nom de Mecapod Podcast et pour l'écoute sur YouTube, YouTube Music, Spotify, Amazon, Apple, Castbox et mon site internet mecapod.com. J'ai également créé une chaîne WhatsApp pour communiquer avec vous et vous tenir informé des dernières news, donc n'hésitez pas si vous souhaitez être ajouté. Comme vous l'avez sûrement constaté, j'ai fait une petite pause dans la sortie des épisodes où j'ai décalé plutôt la sortie de cet épisode. Au lieu de le sortir toutes les semaines ou tous les 15 jours, là je suis passé à 3 semaines cette fois, parce que comme j'ai repris le sport, et que, j'ai eu pas mal de rendez-vous et ben, j'ai dû décaler la sortie de l'épisode, sachant que voilà, sortir ou créer un épisode, ça prend pas mal de temps, en termes de recherche, parce que je vérifie sur plusieurs sources. D'ailleurs les sources, vous pouvez les trouver dans les descriptions d'épisodes. Donc je vérifie tout ça, sur divers sites internet, donc dans diverses sources, pour pouvoir, vous fournir des épisodes avec les informations, les plus à jour possibles et surtout des vraies informations. J'envisage aussi, je souhaite faire plus d'épisodes de la série Rendez-vous avec un passionné. Donc comme vous avez peut-être vu avec, l'épisode avec, mon ami Lionel hem on a discuté ensemble, de sa passion et de ce qui l'entoure. Donc si vous êtes passionné aussi et que vous désirez partager un épisode avec moi, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse mecapod.podcast@gmail.com ou directement, en message privé sur mes réseaux. L'idée, c'est de pouvoir échanger avec des passionnés, des professionnels ou non, du domaine de l'automobile, de la moto, du véhicule tout-terrain, en gros à peu près tout ce qui roule. Heu pour pouvoir ensuite, sortir un épisode. C'est parti pour ce nouvel épisode dédié à la marque KTM. Bienvenue sur Decapod, le podcast des passionnés de mécanique. Tout commence en 1934 dans la petite bourgade de Mattighofen, proche de Salzbourg, la cité de Mozart, connue pour son style baroque et son lien avec la musique classique. C'est ici que Hans Trunkenpolz décide de s'installer ou d'installer la Kraftfahrzeug Trunkenpolz Mattighofen. Désolé pour la prononciation. Son entreprise de serrurerie et de métaux. Il se diversifie dès 1937 avec la réparation de voitures, motos, camions et en distribuant la marque Opel et les motos DKW ainsi que la fabrication de pièces détachées. L'atelier a du succès et dès 1950, il devient l'un des plus importants d'Autriche en termes de réparation de voitures et de motos. C'est après plus de 20 années d'existence en tant que réparateur que KTM décide de se tourner vers la production de motos en 1951. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, la demande en termes de réparation et entretien de véhicules a diminué. Ce constat motivera cette décision de diversification. Cette année-là, l'entreprise crée la R100, équipée d'un moteur Rotax de 98 cm3. Et c'est au Spring Motor Show de Vienne en 1953 que seront présentés au public 3 prototypes. Ce prototype sera alors officiellement produit la même année à raison de 3 motos par jour, produites par 20 employés. Cette R100 recevra un succès mitigé, mais cela ne ralentira pas Hans, qui restera persuadé qu'il tient une idée. C'est lui et son équipe qui développeront de nouveaux modèles, dont la R125 Tourist en 1954, puis en 1955 la Grand Tourist et le scooter Mirabelle. C'est aussi en 1955 que l'homme d'affaires Ernst Kreunf devient actionnaire de l'entreprise après en avoir acquis une part significative. Ce fut l'un des facteurs du changement de nom de l'entreprise en Kreunf et Trunkenpolz Mattighofen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Kreunf est le nom de l'un des fondateurs, un marchand de motos des années 50. Trunkenpolz est le nom de l'autre fondateur, Hans, dont on a parlé tout à l'heure, un engagé de la première heure. Et Mattighofen, on l'a dit, c'est la petite ville autrichienne d'où la marque est originaire. C'est donc l'union de ces 3 éléments qui a donné son nom définitif à KTM. Ce nouveau partenaire arrive avec des idées nouvelles et fait croître la production jusqu'à atteindre 1000 motos, mais aussi verra la victoire de l'écurie officielle en championnat 125 cm3 en Autriche. Dans la deuxième partie des années 50, KTM remporte de nombreux succès, tant sur route qu'en tout terrain,
mais commercialement, c'est assez limité. Le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. En effet, KTM a sorti sa première moto de sport, la Trophy 125, en 1957, et la même année, un cyclomoteur, le Meki. En 1956, KTM s'inscrira sur la mythique épreuve des 6 jours internationaux avec le pilote Egon Dornauer, qui décrochera la médaille d'or. En 1960, c'est Paul Friedrich qui ira décrocher le titre de champion du monde de motocross 125. Cette même année, la marque lance un nouveau cyclomoteur, le Pony 1, puis le Pony 2 en 1962, et enfin le Comet en 1963. 1960 marquera aussi l'entrée dans une phase plus noire avec le décès d'Ernst Conraith. L'ingénieur Zizala prend la relève et apporte plusieurs innovations au projet KTM. L'entrée dans cette décennie marquera aussi l'entrée dans une crise mondiale qui contraint la marque à stopper la production de motos pour se concentrer sur les scooters et cyclos qui sont bien plus vendus. 1962, nouvelle tragédie. Hans Truckenpols, le fondateur, décède d'une crise cardiaque. Et c'est son fils, Heinrich, qui prend la direction de KTM. En 1964, KTM démarre la production de vélos, mais surtout reprend la production de motos tout-terrain et lance le premier team officiel pour se relancer en compétition. En 1966 sera produit le 10 millième Comet et en 1967, l'équipe officielle brillera lors des Six Days de Suède en remportant la médaille d'or. L'année 1968 verra naître une collaboration très bénéfique entre Peyton et KTM. En effet, John Peyton, un pilote très connu dans l'univers tout-terrain de l'époque, remporte sur Husqvarna le championnat des Six Days internationaux. La marque lui proposera d'ailleurs de devenir importateur pour l'Amérique de l'Est. Peyton est alors convaincu qu'il peut créer une moto plus légère et maniable. La marque suédoise Husqvarna n'est pas intéressée. John Peyton est convaincu que son idée peut faire la différence sur les compétitions. Il approche alors le concurrent de Husqvarna, KTM. Peyton raconte comment ça s'est passé. Je suis entré dans l'usine KTM en Autriche. Malheureusement, le président de KTM, Erich Truckenpols, était à Milan pour le salon de la moto. Alors je suis rentré chez moi aux États-Unis et je suis revenu 2 semaines plus tard. À l'époque, KTM était un grand amateur de scooters et de vélos, mais il avait quelques gars en recherche et développement qui construisaient leurs propres machines à partir de pièces de scooters disponibles. KTM n'avait aucun intérêt à construire des motos hors route. Il propose alors de financer à hauteur de $6 000 de ses propres fonds le développement de cette nouvelle machine. Heinrich accepte et dit à John: Bonne chance, nous les construisons, vous les vendez. L'affaire était conclue. Une poignée de main et Peyton retourne sur le nouveau continent et dès la fin du printemps 1968, les 10 premiers prototypes sont présentés aux États-Unis à Stone Mountain et Alligator Enduro. Le succès est immédiat et plus de 400 motos seront vendues en 1968 aux États-Unis. Peyton a remporté de grands succès sportifs et commerciaux au cours des quelques 10 années de son existence, ayant contribué de manière décisive à la scène tout-terrain nord-américaine. L'aventure continuera jusqu'en 1978 lorsque KTM rachètera l'ensemble de la marque et de la distribution. Plus de 25 000 Peyton avaient alors été vendus sur le sol américain. Cette aventure commune entre KTM et Peyton a pour sûr permis à KTM d'évoluer ou de commencer à évoluer dans le monde du tout-terrain, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et lui a permis ensuite de se faire un vrai nom dans l'univers, mais ça, nous allons le voir par la suite. Nous voilà arrivés en 1970. KTM fabrique des vélos, des cyclomoteurs et des scooters. Elle décide alors de développer son propre moteur. Le premier produit sera un 175 cm3 de temps. Il servira de base pour la production de tous les futurs modèles. La même année, KTM fait son retour en motocross et gagne le championnat d'Autriche avec Manfred Clerc au guidon. En 1972, l'entreprise compte alors environ 400 employés. 1973 marquera la fabrication d'un modèle cross et enduro 250 cm3 qui marquera des points et ira chercher des victoires en championnat du monde et en Grand Prix. Entre 1974 et 1978, pas de grande nouveauté. La marque compte 42 modèles à son catalogue et remporte des compétitions sur tout type de Grand Prix et championnats dans toutes les catégories.
On notera la sortie de la Comet Grand Prix 125 RS en 1975, ainsi que le début de la production de moteurs 125 l'année suivante. En 1978, après le rachat de Peyton, comme on l'a vu tout à l'heure, KTM s'installe aux États-Unis dans l'Ohio sous le nom de KTM America Incorporation. Nous voilà arrivés dans les années 80. KTM est une entreprise florissante. En 1980, elle change de nom pour devenir KTM Motor Fralsgogbo KG. En 1981, l'entreprise compte plus de 700 employés et réalise un chiffre d'affaires d'environ 750 millions de shillings, ce qui fait à peu près 54,5 millions d'euros. Elle appartient désormais en totalité à la famille Truckenpols. L'activité internationale se porte très bien et représente 76% du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'entreprise fabrique aussi des radiateurs pour l'industrie automobile européen qui représente une grande part de son chiffre d'affaires. Cette même année sort la première 125 à refroidissement liquide de Cross. Plusieurs innovations seront faites durant ces années-là. Des nouvelles suspensions arrière en 1982 pour les motocross, ainsi qu'un nouveau moteur 4 temps pour la GS 600 de 553 cm3. La même année, qui est encore à refroidissement par air. Sortie du moteur hydraulique qui monte très haut dans les tours mais manque cruellement de couple à bas régime, ce qui le rend très fragile. Il est aussi le moteur le plus léger du monde par rapport à sa puissance en 1984. KTM emporte le marché pour fournir l'armée autrichienne cette même année. En 1985, on fêtera la production du 100 millième moteur. 1986 verra l'apparition d'une révolution avec l'installation de freins à disque à l'avant et à l'arrière sur les motos de route. Ce sera également l'année de la sortie du premier vélo de course. En 1987, KTM sort la LC4 avec son moteur de 553 cm3 dont on a parlé tout à l'heure, mais cette fois en refroidissement liquide. À peine sortie, la LC4 remporte l'un des titres en championnat d'enduro. Cette année-là, la marque produira 98 000 radiateurs, 93 700 vélos, 12 600 cyclomoteurs et environ 10 600 motos. Suite à une forte baisse des ventes, 1988 marquera l'année de la fin de production des cyclos et scooters de la marque. En 1989, les ennuis commencent. Erich Truckenpols, fils du fondateur Hans Truckenpols, décède. La société d'investissement autrichienne GIT Trust Holding, contrôlée par l'homme d'affaires Joseph Toss, prend alors une participation de 51% dans l'entreprise et en devient l'actionnaire majoritaire. Nous voilà arrivés dans les années 90. La société est en pleine difficulté financière et est déclarée en faillite en 1991. La faute à des choix hasardeux en termes de conception, des coûts de production élevés, une faible fiabilité mécanique et des prix élevés. La concurrence japonaise est bien meilleure. L'entreprise passe alors dans divers mains avant d'être récupérée par un consortium de banques créancières. Elles décideront de l'avenir de la marque et feront un choix plutôt étonnant. Elles divisent l'entreprise en 4 entités distinctes. KTM Sport Motorcycle GmbH pour les motos, KTM Fahrrad GmbH pour les vélos, KTM Cooler GmbH pour les radiateurs et KTM Werkzeugbo B GmbH pour les outils. En 1992 arrive un homme nommé Stefan Pierrer, directeur de la société Cross Holding qui deviendra plus tard Pierrer Industries. Il fera l'acquisition de la division moto et presque en même temps de celle des outillages afin de pouvoir continuer la fabrication des moteurs. L'entreprise subit alors une profonde restructuration et un changement dans les parties prenantes, le tout dirigé par le nouveau directeur. Elle a augmenté sa production et son chiffre d'affaires en investissant dans de nouvelles installations de production et de recherche et développement, en parrainant et en participant avec succès à divers événements et courses sportives. La machine était à nouveau lancée. En 1994, l'entreprise est renommée KTM Sport Motorcycle AG, emploie environ 200 personnes et lance la moto de route Duke. Elle fait également l'acquisition de la marque de moto suédoise Usaberg et absorbe l'équipementier White Power Suspension qui sera renommé WP. L'entreprise fait aussi son entrée à la bourse de Vienne en 1995. La production s'élève alors à 12 000 motos et le chiffre d'affaires
est de 1,1 milliard de shillings autrichiens, soit près de 80 millions d'euros. 1996 verra la naissance des premières crosses avec l'emblématique couleur orange de KTM. La marque reprend son évolution et ouvre dans les années suivantes ses filiales allemandes et suisses. Entre 1997 et 1999, KTM enchaîne les titres de champion du monde dans diverses catégories de motocross. Elle sort également la nouvelle Duke 640, LC4, la LC4 Supermoto et LC4 Adventure, première moto de voyage de la marque. En 1998, KTM lance la construction de sa nouvelle usine et son centre de recherche et développement. Le début de la production se fera alors le 1er septembre 1999. Elle ouvre également sa filiale espagnole et affiche alors un chiffre d'affaires de 116,4 millions d'euros. Le groupe fait le choix de se retirer de la bourse. Nous voilà enfin arrivés dans les années 2000, qui sonnera l'ouverture de la filiale française de la marque. Cette année-là, on verra 6 titres de champion du monde. Grant Langston en motocross 125 cm3, Joel Smets en motocross 500 cm3, Juha Salminen en enduro 125, Matteo Rubin en 250 cm3, Mario Rinaldi en 400 cm3 et Kari Tianein en 500 cm3. Désolé si j'ai écorché des noms. En 2001, 2002 et 2003, KTM continuera de s'agrandir avec respectivement un nouveau dépôt de pièces de rechange à Mattighofen, une nouvelle usine de moteurs à Munderfing et un nouveau centre de développement à Mattighofen. On verra aussi naître la première vraie routière de la marque en 2003, la 990 Super Duke. 2004 sera une grosse année pour la marque. KTM fêtera en effet le 2 500 000e vélo produit depuis 1964. On introduira aussi la gamme de vélos avec système de suspension PDS pour Pro Dumping System, introduction du vélo Freeder, introduction de la gamme des cadres carbone en VTT, Trekking, City et Route. La marque affichera un chiffre d'affaires de 402,4 millions d'euros, aura 1568 employés et aura produit ou vendu 76 815 motos. 2005 verra naître le premier vélo de descente Afex et de Dirt, le Soul. Ce sera aussi l'année du début de partenariat avec le géant américain de véhicules tout-terrain Polaris Industries. Le site motocrossactionmag.com décrit cette alliance comme une alliance stratégique qui est limitée à 2 ans dans sa phase initiale. Le site indique ensuite que cette alliance fut possible par l'acquisition de 24% de parts par l'américain. KTM permettra à Polaris de sortir des modèles sportifs de quad équipés de moteurs KTM, les Outlaw 450S, 525S et 525 IRS pour Independent Rear Suspension, donc des suspensions arrière indépendantes, ce qui veut dire que les modèles S étaient eux équipés d'un arbre rigide à l'arrière, que le modèle IRS était un modèle avec 2 cardans et du coup 2 suspensions à l'arrière. Le partenariat s'achèvera 1 an plus tard à la demande de KTM qui souhaite garder son indépendance. Drôle de choix, car en 2007, Bajaj Auto, constructeur indien, achète quasiment 15% de parts de la marque et cela permettra à KTM de bénéficier des connaissances en petite cylindrée du constructeur indien et la sortie des Duke 125 et 250. Bon, KTM sortira quand même, pas très longtemps après la fin de son partenariat avec Polaris, son propre quad. Ensuite, KTM lancera la désormais célèbre RC8, ce qui permettra à KTM de faire ses débuts en MotoGP. Ce sera aussi l'année de lancement du Xbo, une voiture au design étonnant et avec un gros moteur fourni par Audi, le 2 litres TFSI de 240 chevaux, dans un véhicule sans porte, sans toit, sans pare-brise, de 790 kg, qui ne propose ni climatisation, ni assistance électronique, ni airbag, ni assise confortable. On est d'accord, c'est un véhicule homologué pour la route, mais qui est clairement dédié pour rouler sur circuit. La troisième génération de Duke 690 sera présentée avec une cylindrée de 654 cm3, sauf la Super Duke R qui sortira avec un 690 cm3. La quatrième génération sortira en 2012 avec le moteur 690 et sera plus typé roadster et avec un cahier des charges différent pour toucher un plus grand public.
Après sa restructuration définitive, KTM Motorrad Holding GmbH est devenu KTM AG en 2012. Le groupe KTM s'agrandira encore avec le rachat de la marque Husqvarna, fondée en 1903 et qui est une ancienne entreprise de moto encore en activité. En 2013, KTM a racheté la marque de moto suédoise à BMW Motorrad AG et plus tard, la même année, KTM fusionnera la marque Usaberg et le nom de marque Husqvarna pour former Husqvarna Motorcycle. Cette même année, le groupe Bajaj aura augmenté à hauteur de 47,97% son nombre de parts de KTM. KTM commercialise sa moto électrique dès 2014 avec la gamme Freeride i et la décline en 3 modèles. Un modèle Enduro qui s'appelle EXC, un modèle Cross, le ESX, et un modèle Supermotard, le ESM. On y verra également la commercialisation après une longue campagne publicitaire de la KTM 1290 Super Duke R. En 2015, elle a généré plus d'1 milliard d'euros et emploie plus de 2 500 personnes. 3 des 4 sociétés distinctes étaient désormais sous le contrôle du groupe KTM. KTM Motorcycle, KTM Verkensbo et KTM Cooler GmbH, aujourd'hui Radiateur WP. Seul KTM Farad GmbH, donc les vélos, reste une société indépendante actuellement détenue par des investisseurs chinois. Une collaboration avec CF Moto, un fabricant chinois de véhicules tout-terrain et moto. Cette collaboration permettra à KTM d'arriver sur le marché asiatique et à CF Moto de bénéficier des connaissances et du réseau de distribution de KTM dans certains pays, entre autres. Bien évidemment, cela bénéficiera aussi à CF Moto dans la production de certains modèles et certains futurs modèles qu'on voit apparaître aujourd'hui sur le marché. En 2019, KTM fera une nouvelle acquisition avec la marque espagnole GazGaz, qui produit principalement des motos trial. 2024 sera une année charnière pour KTM. En effet, le groupe autrichien se positionne et rachète MV Agusta. Pour ses 90 ans, la marque se retrouve en difficulté. Cette situation résulte d'une combinaison de facteurs, notamment une augmentation significative des coûts de production, des investissements massifs dans la recherche et développement, notamment dans l'électrification et le MotoGP, et une baisse des ventes sur certains modèles phares de la marque, et aussi sur certains marchés clés comme l'Europe et l'Amérique du Nord. L'acquisition ces dernières années de plusieurs marques de motos comme Husqvarna, GazGaz et MV Agusta, comme on l'a dit, et les investissements engagés pour financer le groupe, KTM entame officiellement une procédure de dépôt de bilan en raison d'une dette estimée à environ 2,9 milliards d'euros, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de restructuration judiciaire. L'objectif est de permettre à l'entreprise de renégocier ses dettes avec ses créanciers afin d'optimiser ses opérations et d'éviter la faillite totale. 23 investisseurs potentiels se sont positionnés pour sauver le groupe. KTM n'a pas présenté de nouveaux modèles en 2025 et l'annonce a été faite que ces derniers seraient repoussés à la fin de cette année. Le bout du tunnel semble être possible pour cette marque historique qui a marqué l'histoire par ses multiples titres de champion du monde en tout-terrain et qui a gagné 21 fois le Dakar en moto de 2001 à 2019, puis 2023 à 2024 et 25. Pour conclure cet épisode, j'ai pas fait l'expérience de rouler moi-même en motocross, enduro ou route sur KTM, mais son nom évoque toujours pour moi, et probablement pour de nombreux fans de moto comme moi, la fiabilité, la puissance et l'histoire tumultueuse de cette marque emblématique, Orange. Merci d'avoir suivi cet épisode sur cette marque autrichienne, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mekapod. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like ou à partager, ça fait toujours plaisir et surtout ça permet de faire connaître l'épisode au plus grand nombre et ça reste quand même ce qui compte pour moi. Donc merci beaucoup et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté le podcast Mekapod. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.